Donc, bienvenue dans ce webinaire où on va créer, chacun de nous va créer son propre algo d'intelligence artificielle et plus spécifiquement de deep learning euh, avec sa webcam dans son navigateur en 40 minutes. Voilà, ça a été incroyable, mais c'est vrai. Alors, hop. Qui on est? Start the Fuck Up, on aide les grands groupes et les startups à lancer leurs projets innovants plus vite et on aide sur toute la chaîne de valeur, depuis le début de l'idée, la stratégie un petit peu floue, jusqu'à la réalisation des prototypes, la mise sur le marché et l'accélération de la vente, la levée de fonds, les pitchs. On travaille beaucoup sur la stratégie d'innovation avec des grands groupes, les programmes d'entrepreneuriat de manière plus large et ensuite on accompagne au corps à corps des projets de bout en bout. Et on fait évidemment beaucoup de formation et de diffusion de méthodologies. On a une offre spéciale pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, on aurait une idée et voudraient qu'on les accompagne, qui mêle e-learning et coaching, qui dure 5 semaines et qui permet de valider votre idée, d'en construire un prototype, de le tester, qui s'appelle Flash. Donc, si vous ou des amis voulez lancer votre idée, allez voir. Ça passe sur les crédits formation et le CPF et les crédits chômage aussi. Donc, allez voir ça. Notre ADN, on est tous des entrepreneurs et on coach les équipes et on transmet. Ça, on s'en fiche. Je travaille avec une grosse partie des groupes du CAC 40 et on donne des cours dans les masters de grande école et pas mal de startups. Hop, tout ce qu'on raconte, c'est sur notre site. Donc, abonnez-vous à votre newsletter qu'on envoie 2 fois par mois, qui contient toutes les updates, tout le contenu qu'on poste. On fait des répertoires d'outils pour lancer son innovation plus vite. On interviewe des entrepreneurs hyper à succès, en fait, mais on les interviewe sur leurs galères des 6 premiers mois pour démystifier ce que c'est l'entrepreneuriat au tout début. Donc, il y a plein de contenus hyper intéressants sur notre site. En particulier, il y a une toolbox en IA, donc vous avez peut-être déjà vu, puisque c'est peut-être par là que vous êtes venu, où on a déjà fait un petit webinar de démystification de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, qui explique toutes les bases et toute la culture. Vous pouvez le revoir. La qualité de son est horrible, mais le contenu est bien. Mais voilà, si vous survivez à la qualité du son, vous apprendrez plein de choses. Et il y aura donc ce deuxième webinar qui sera aussi enregistré et mis en ligne dedans pour apprendre à faire son algo d'IA. Voilà. Voilà, moi, Mickaël, je suis plutôt le geek de l'équipe et j'étais CTO dans pas mal de startups. Très heureux de vous rencontrer. L'IA, très rapidement, ça a commencé dans les années 50. On faisait des petits algorithmes pour jouer aux jeux d'échecs. Il y a les premières voitures autonomes en fait en 1986 déjà. Et maintenant, c'est un truc de fou où on a des assistants vocaux, on bat les meilleurs joueurs du monde et tout ça. Et ces avancées-là ont été permises grâce à des avancées méthodologiques et techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. En particulier, l'arrivée de ce qu'on appelle un mode d'intelligence artificielle qui s'appelle les réseaux de neurones et le deep learning, qui permet en fait de passer d'un modèle statistique un peu simple à des modèles statistiques beaucoup plus complexes, avec plein de milliers de variables et tout ça. Et les puissances de calcul ont augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on réussit à l'entraîner, en fait, ce modèle d'intelligence artificielle très, très facilement. C'est ça qu'on va faire juste après. Pour ceux qui auraient vu l'autre présentation, ce qu'on va faire très exactement là, c'est du transfer learning, c'est-à-dire qu'on va se baser sur un modèle de deep learning déjà pré-entraîné en fait, sur les serveurs de beaucoup de gens avec beaucoup de puissance de calcul. Et là, nous, on va juste faire une toute petite partie de réentraînement de l'algorithme sur des images venant de notre webcam. En fait. Mais tout ça va rester dans notre navigateur, dans Chrome. Aucune donnée ne va être envoyée à l'extérieur. C'est vraiment votre ordinateur et la puissance de calcul de Chrome qui va réussir grâce à cette technique de transfer learning, à entraîner un algorithme d'intelligence artificielle suffisamment performant. Parce que normalement, il faut passer des mois sur des machines avec des cartes graphiques hyper chères. Ça prend beaucoup de temps de faire toute cette partie-là. Mais là, grâce à cette petite technique, en fait, on peut avoir des algorithmes qui s'entraînent juste sur le dernier bout sur votre ordinateur. Voilà. Donc, vu que l'IA a beaucoup d'applications, en fait, il y a des constructeurs d'intelligence artificielle no-code. Celui que je vais vous montrer là, c'est Teachable Machine parce que c'est le plus simple à prendre en main pour créer son propre algo d'IA. Mais dans la toolbox IA, vous retrouverez d'autres constructeurs d'IA qui ne nécessitent pas d'être un codeur pour pouvoir les utiliser et qui sont plus robustes et plus performants. Donc, il y en a de Google, de Amazon. Voilà, vous irez voir tout ça.
Ils sont là, voilà, exactement. Donc, il y a tout ça. Et nous, c'est celui-là qu'on va faire qui est le plus simple. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va faire là tout de suite. C'est entraîner un algorithme d'IA à reconnaître nos émotions. Le problème qu'on veut résoudre, c'est que dans les réunions qu'on fait tous les jours en Skype, en fait, très souvent, on fait la gueule. Sans s'en rendre compte, en visio, c'est difficile de sourire tout le temps. Donc, souvent, on fait la gueule et les gens ont l'air de faire la gueule. Donc, on va entraîner un algorithme à reconnaître quand on fait la gueule et à reconnaître quand on sourit pour nous dire « Ah oui, là, tu souris pas », pour nous rappeler qu'il faut sourire un peu quand on est en visio. Voilà. Donc, c'est un algorithme de reconnaissance d'émotions. Et on va l'entraîner aussi à reconnaître des grimaces parce que ça va être rigolo et vous allez pouvoir me voir faire des grimaces. Donc, petit préambule étant fait, vous pouvez tous lancer donc, dans une fenêtre Chrome, de Google Chrome, aller sur Teachable Machine. Donc, vous cherchez ça sur Google. Vous allez sur Teachable Machine. Le lien, c'est https teachablemachine.withgoogle.com et vous lancez ça dans une fenêtre. Donc, je vais vous poster le lien dans le chat pour ceux qui veulent juste cliquer, n'est-ce pas? Voilà, et donc là, je pense qu'on a récupéré, tant que je fasse tout mon petit blabla, tous les retardataires. Ah, merci Gilles pour ton aide, je galère à faire des copier-coller. Et pas de questions pour l'instant. Donc les questions, si vous en avez, mettez-les dans le Q&R et pas dans le chat, comme ça je peux les revoir. Voilà, donc là on lance Teachable Machine. Et ouais, vous voyez bien mon écran. Hein. Ok, tac. Hop là. Donc, vous arrivez sur Teachable Machine là, et vous allez cliquer sur Get Started, hein, parce que il n'y a pas d'autre choix. Il y a plein de petits contenus sur le site, vous irez voir un petit peu. On arrive sur cette page-là, d'accord, où ça vous dit New Project. Là, on va faire un algorithme de reconnaissance d'image, mais vous pouvez aussi l'entraîner à reconnaître des sons de moins de 1 seconde de durée, donc pas des musiques complètes, mais juste des petits sons, et des pauses, c'est-à-dire la position de votre corps dans l'espace. Différentes pauses. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Donc, les mêmes principes vont s'appliquer à tous les types de médias qu'on peut entraîner pour notre algorithme, mais là, on va prendre l'image. Donc, vous cliquez sur Image Project. Donc, Teachable Machine, Get Started, New Project, et là, Image Project. Et ensuite, vous devez arriver sur un écran comme ça. Donc, je vais essayer d'aller assez lentement et de répéter plusieurs fois les choses. Comme ça, ceux qui sont sur plusieurs écrans et tout ça, ils peuvent suivre. Voilà, mais je ne peux pas débloquer tout le monde tout le temps. Donc voilà, si vraiment trop de gens sont à la bourre, mettez-le dans le Q&R. Comme ça, je pourrais revenir un petit peu en arrière. Donc, on est sur Teachable Machine là, et vous voyez, il y a une notion de classe ici qui apparaît. Les classes, c'est l'émotion qu'on veut détecter. D'accord. Donc, on veut que notre algorithme puisse détecter bien les sourires, les expressions neutres, le fait qu'on soit absent, d'accord, et le fait qu'on fasse des grimaces. Donc, on va avoir 4 classes. D'abord, là, donc celle-là, on va l'appeler neutre, par exemple. Celle-là, on va l'appeler sourire. Okay, donc vous cliquez là-dessus pour éditer. Et là, vous faites A de classe. On va se rajouter la classe, qu'est-ce qu'on a dit? Absent. Hop. Et vous allez rajouter la classe grimace. Voilà. Ça, c'est ce que vous voulez détecter. Comme vous le savez, un algorithme d'intelligence artificielle, ça a besoin en fait de données pour s'entraîner. Donc, on va devoir donner à notre petit navigateur Chrome. Donc, je répète, ça ne va pas, que ce soit ailleurs sur les serveurs de Google, et tout ça, ça reste vraiment sur votre ordinateur. Hein. Vous allez donner à cet algorithme de machine learning vos images représentatives de la classe neutre. Donc,
On va cliquer ici sur Webcam. Là, ça va vous demander une autorisation pour pouvoir utiliser votre webcam dans ce navigateur. Donc, vous devez dire oui. Donc, vraiment, voilà, cliquez sur Webcam. Là, ça va demander l'autorisation. Acceptez l'autorisation. Là, vous devez voir votre tête apparaître. Et vous allez pouvoir ici, sur le bouton Hold to Record, rester appuyé une fois que vous êtes dans la bonne posture. Donc là, le neutre, on a envie que ce soit moi qui suis neutre. Donc on va faire vous restez appuyé sur Hold Record et vous gardez une expression neutre. Vous essayez de bouger un peu dans l'espace pour qu'il vous détecte de manière neutre dans plein de positions. Voilà, vous pouvez faire la gueule un peu si vous voulez, comme ça on rajoute un petit peu de données de pas content dans la classe neutre. Voilà, j'ai grimacé, ça va être une erreur. Voilà. Donc, bon, vous pouvez aller jusqu'à entre 100 et 400 images. Hein. Et vous avez vu où je me suis déplacé un petit peu en haut, en bas, en gauche, à droite. Ça permet de faire que l'algorithme, à la fin, il est plus robuste parce qu'il a vu des images dans plein de contextes. Donc, si vous, tout d'un coup, vous vous mettez là, eh ben, il sera un peu plus capable de le détecter. Même si là, je n'ai pas reculé autant, je ne suis pas allé aussi loin derrière. Donc, a priori, il va y avoir des petits problèmes sur ces axes-là. Si je voulais là renforcer cette classe neutre, en me disant, bah là, je ne suis jamais allé derrière, en fait, un peu plus loin comme ça. Donc là, il ne saura pas que je suis neutre à cet endroit-là. Là, je pourrais rajouter encore en me mettant ici. Voilà. J'essaie d'être avec une expression neutre, mais un peu plus derrière, un peu plus en haut, un peu plus en bas, pour que dans différents contextes de zoom, il me voit. Pareil, je ne l'ai pas fait vraiment de près. Donc, il faudrait que je me rapproche un petit peu de mon webcam et je refasse pareil. OK. Bon, et là, on va se retrouver voilà, avec 400, 600 images où je peux voir un petit peu sur chacune, bah ouais, j'ai bien l'air neutre ou de faire la gueule. Et voilà. Donc, on se dit, bon, bah, cette classe-là, on l'a suffisamment entraînée. On a suffisamment de jeux de données pour avoir entraîné cette classe-là. Donc, on va passer à l'autre. Moi, j'ai beaucoup de mal à sourire de manière non crispée. Donc, celle-là va être assez difficile pour moi, mais bon, c'est pour la beauté du geste. Donc, là, on doit sourire. Mais c'est pareil, on veut que l'algorithme détecte un petit peu quand je souris de près, quand je souris de loin, quand je souris comme ça. Donc, on va faire pareil, on va sourire. Je vais essayer de montrer les dents un peu, rigoler. On se remet loin. Voilà. Et après, on lâche quand c'est bon. Donc, vous voyez que là, moi, j'étais très crispé. Donc, je ne sais pas si ça marchera en conditions réelles ou si je vais y arriver. Mais bon, chacun sa manière de sourire. Une fois qu'on a fait ça, bah, on va faire absent. Absent, ce qui est bien, c'est que ce sera assez simple normalement. Il suffit que je me mette là, comme ça. Là, hop, clique ici. Et là, bah, je vais rester appuyé. Il y en a pas mal. Et là, histoire de varier un peu, je vais faire un peu bouger mon ordi, okay, pour qu'il voit absent un petit peu plus large que juste le fond d'écran que j'ai pris là. Okay. Voilà, donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple, là, vous voyez, à un moment, je suis apparu un petit peu.
D'accord? Parce que j'ai tourné l'ordi, il m'a vu un peu. Donc là, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce qu'on veut dire dans absent ou voilà. Est-ce que en fait, j'ai pas oublié. Oups, alors attendez, j'ai fait une erreur. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous montrer comment on fait. Donc là, j'ai cliqué par mégarde et je me suis mis dans la classe absent alors que je suis dessus. Donc ça, c'est très bien. On va pouvoir effacer tout ça. Ouf, ouf. Comme ça, je peux corriger mon jeu de données en fait. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y a des questions. Alors, je vais aller voir. Julien Taesch, une question. Est-ce que tu vas aborder les outils et pratiques pour entraîner un algorithme avec des data non images, par exemple des réponses à des questionnaires pour affiner les goûts d'un utilisateur? Non, dans cet exemple, on va prendre des images parce que c'est le plus simple, mais la méthode sera exactement la même pour des data non images. Seulement, tu vas utiliser un autre outil que Teachable Machine. Tu vas utiliser, ça, il faut aller voir dans la toolbox IA, je l'ai marqué. Tu vas utiliser soit l'outil de AutoML de Google, soit tu vas utiliser l'outil de AutoML de Azure, donc de Microsoft. Il y en a deux et tu pourras très bien faire ce que tu veux avec des lignes. Alors, Hugues dit comment on choisit de rear of front camera. Pardon. Alors ça, désolé, j'avais pas vu. Je pense que moi j'ai c'est switch webcam là. Tu vois, tu as un gros bouton switch webcam ici. Donc là, tu peux choisir ta webcam parmi celles que tu as disponibles normalement. Ok, désolé d'avoir répondu plus tard. Donc ça, c'est bon. Hop, hop. Florian, est-ce qu'on sait quelle architecture de modèle il y a derrière? Oui, après, bon, si vous connaissez un petit peu, je vais entrer un peu dans les détails. Tu peux aller voir dans la FAQ du Teachable Machine. Ils ont tous les détails et tout ça. C'est j'ai regardé le nom hier, j'ai déjà oublié. C'est un modèle net de TensorFlow. Bref, tu iras voir dans la FAQ, il y a une partie dédiée à ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai oublié le nom, désolé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un petit peu dans la classe absent, on a envie quand on est comme ça sur le côté, bah, on est absent, quoi. D'accord. Donc, on a envie de l'entraîner un petit peu en position intermédiaire où on n'est pas là, parce que là, on ne peut pas détecter nos visages. Donc, je vais rajouter ça dans ma classe absent. Et je vais aussi me mettre de l'autre côté. Ah, là, je me suis peut-être un petit peu trop débordé, mais quand même, en fait, on ne peut pas reconnaître si je souris. Donc, ce n'est pas très grave. Je préfère qu'ils me disent que je suis absent. Donc, l'entraîner sur d'autres classes comme ça ou un peu intermédiaires, c'est bien parce que ça va de facto me sortir de ces classes-là et donc en fait, on va renforcer les classes précédentes en entraînant bien cette classe absent ou ces petites classes intermédiaires en plus. Voilà, donc après, là, ça c'est la partie rigolote. On va pouvoir entraîner sur la grimace. Donc là, bon, alors l'enjeu de la grimace, et là c'est un peu compliqué, c'est qu'il ne faut pas que ça ressemble à un sourire. Donc vu que moi je suis très crispé quand je fais un sourire, il faut bien définir ce qu'on entend par la grimace. Donc moi je vais juste tirer la langue, comme ça, voilà, mais c'est pas contre vous, hein. C'est juste, juste parce que voilà, c'est assez rigolo, hein. Donc, voilà, ça c'est les 230 images les plus belles de moi. Voilà. Jamais prises. Donc voilà, bon là on a fait notre petit travail, on a quand même mis pas mal d'images, hein. On a quand même généré un jeu de données au total avec 2000 images en quelques minutes. On va voir ce qui se passe maintenant, on a envie de le tester. Donc, pour l'instant on n'a pas d'algorithme, on a juste le jeu de données et c'est bien rangé dans notre petite case. Donc on va faire une étape la plus importante de toute l'intelligence artificielle, c'est l'entraînement du modèle. C'est pour ça qu'il y a marqué training ici. Donc on va cliquer ici sur Train Model. Et là, ce que ça va faire, c'est que donc là, l'architecture du modèle est déjà préconfigurée pour vous, hein. Google a déjà défini comment faire cette phase d'entraînement. Mais là, normalement, c'est là où un data scientist devrait, suivant l'objectif et la donnée que vous voulez, l'objectif que vous voulez prédire et la donnée que vous voulez mettre, il choisirait parmi toute la gamme des architectures de modèles existants
lequel s'adapte le mieux à votre cas. Et il ferait cette phase-là d'entraînement, il coderait un petit peu son truc lui-même. Et là, dans cet exemple-là, c'est un petit peu déjà préfait pour nous, pré-choisi, parce que c'est de la reconnaissance d'images sur des classes spécifiques. Donc, c'est un modèle fait pour ça. Oui, ça peut. Alors, bon, voilà, vu que moi je suis en train d'être sur Zoom et ici et tout ça, c'est un peu en train de laguer violemment. Vous pouvez attendre normalement. Ça veut juste dire qu'il est en train de charger votre donnée. Donc, ça écrit Preparing Training Data. Ça peut prendre un petit peu de temps normalement. Donc, voilà, moi, si ça bug complètement, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais bon, chez vous, ça devrait marcher à un moment. Ça va prendre un peu de temps parce que ça load les images, ça fait tourner le modèle sur toutes vos images. Alors, est-ce qu'il y en a pour qui ça a marché d'entraîner là dans le chat? Ah, voilà, c'est bon. Ok, moi ça s'est lancé. Voilà. Bon, ça a un peu lagué au début, donc il fallait attendre, il ne fallait pas tuer la page. Et là, paf, là, ce qu'on voit, c'est que… Alors, donc là, on voit des petits chiffres qui apparaissent. Il a chargé les images, il a chargé ma donnée. Et là, on voit des 3 sur 50, 4 sur 50 qui augmentent. Et on voit plein de petits paramètres qui sont apparus dans la bande Advanced. Là. Et ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres d'entraînement du modèle. Donc, un modèle de machine learning, en fait, il va être entraîné plusieurs fois sur votre donnée et vos images. C'est ce qu'on appelle les époques. D'accord. Donc, ça veut dire, le plus tu repasses en fait sur la même donnée, le modèle, le plus les poids s'améliorent, le plus la pertinence du modèle est bonne. Donc là, il nous a mis une valeur par défaut de 50 époques. Le batch, c'est le nombre de petits jeux de données qu'on donne à manger à l'algorithme à chaque fois qu'on fait tourner le modèle. Bon, tout ça, c'est préconfiguré pour vous, mais c'est pour que vous compreniez comment on pourrait configurer l'entraînement d'un modèle quand on est un data scientist. C'est ce genre de paramètres qu'on définit. Et le learning rate, ça, c'est intéressant. En fait, à chaque génération, donc à chaque époque, votre modèle, il va passer, il va proposer une manière de résoudre, de calculer tout ça. Donc, il propose une manière. Et là, on va dire, ah ouais, mais cette manière-là, en fait, par rapport à l'objectif voulu, tu t'es planté là, 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 là. D'accord. La première version de votre modèle à l'époque 1, elle s'est plantée, elle n'est pas bonne. Tu vois. Et donc, le learning rate, c'est à quel point on va lui taper dessus pour lui dire, là, tu t'es planté, donc modifie ce truc-là. C'est comme une boucle de rétroaction, si vous voulez, pour ceux qui auraient fait un peu d'ingénierie. Et donc, ce paramètre-là dit à quel point on lui tape dessus. Donc, si on tape trop dessus sur le modèle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une erreur, ben on lui dit bah non, c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire et tout ça. Et donc, on remet en question ses choix et la manière dont c'est calculé. Ce qu'on peut arriver, c'est à des modèles qui se stabilisent jamais parce que en fait, ils font trop d'allers-retours et ils ne réussissent pas à atteindre à calculer bien la manière dont il doit fonctionner. Parce qu'ils font des allers-retours, ils se font taper dessus, ils se font taper dessus. Donc ça, c'est un paramètre assez important et critique. Là, il est préconfiguré pour vous à cette valeur-là. On va voir ce qui se passe quand on va y toucher plus tard. Mais pour l'instant, ne touchez pas à tout ça. Et là, vous pourrez cliquer ici pour voir tous les détails. Bon, on va y venir après. Donc, là, ce qui se passe une fois que ça a été entraîné, vous avez votre algorithme qui tourne. C'est-à-dire que là, sur la base de nouvelles images, là, il n'a pas vu ces images-là, hein, là c'est vraiment ma webcam qui est live, eh bien, il me propose de me classer là, en dessous, donc là où il y a écrit output, entre neutre, sourire, absent, grimace. Donc, on va faire les trucs simples déjà. Bon, déjà quand je ne suis pas là, il me dit bien que je suis absent. Donc, ça, on est quand même assez satisfait. Là, sur le côté, je suis là, voilà, ok. Donc ça, c'est bon, déjà absent. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on est en train de tester pour comprendre si notre modèle marche. Et ça, c'est le cœur du travail d'un data scientist. Et ça, ce n'est pas de la tech, en fait. C'est vraiment de l'analyse de où sont les biais dans mon jeu de données, qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma donnée qui fait qu'à la fin, ça ne marche pas. Donc là, je teste si je suis neutre et ça marche pas mal. Hein. Là, on a quand même, moi, je l'ai bien entraîné. Là. Sans vouloir me vanter. Hein, mais... Donc là, ça marche pas mal. Ah, je souris. Ah, ça marche pas mal de sourire aussi.
Ah, le sourire moyen, sourire moyen. Sourire, vraiment que je force le sourire. OK. Grimace, très bien la grimace. OK. Donc là, alors là, bah, donc là, c'est là ça, c'est les faiblesses du webinaire. Je ne peux pas vous débugger. D'accord? Je ne peux pas voir pourquoi le vôtre ne marche pas et tout ça. Donc, je vais tenter de débugger, moi, certains trucs, en fait, des bugs que j'ai laissés intentionnels pour que vous compreniez comment ça se passe. Bon, mais déjà, voilà, il vaut mieux que je ne vois pas en plus parce que vous faites des grimaces. Donc, donc voilà, là je vais faire un debugging. Donc, je vais essayer de réparer des erreurs. Et il faudra adapter ce que je vais dire à votre cas. Voilà. Donc, il y a un truc que je n'ai pas fait, si vous me donnez la réponse dans le chat, il y a un mouvement en fait, de la tête que je n'ai jamais fait, que je n'ai pas trop fait, qui n'est pas présent dans le jeu d'entraînement et qui risque de foutre le bordel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Et j'ai jamais fait ça. Donc, j'ai pas tilté ma tête sur au bas, gauche, droite. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que normalement, quand je vais être sur la droite, bah, il va me sortir des trucs. Donc, il ne peut pas détecter quand je souris sur la droite. Si je fais la grimace sur la droite, ça ne marche pas non plus. Ah, faut que je tire beaucoup la langue quand même pour qu'il détecte une grimace. Hein. Ok. Donc, et en haut, en bas, même en haut, quand je souris, en fait, il ne voit pas. Et ça se comprend très vite parce qu'en fait, on voit que quand je souris et que je lève le menton, eh ben, évidemment, ça fait une ligne plate en fait. Ça ne fait pas un sourire. Donc, il a du mal. Et en bas c'est l'inverse. J'ai dû trop entraîner. Il était un peu tout le temps neutre ou tout le temps en train de sourire en bas. Donc, en bas, j'ai dû m'entraîner dans la classe sourire. Ce que ça veut dire, ça, c'est que dans la classe sourire, j'ai dû un petit peu faire de l'entraînement en bas. Donc, maintenant, dès qu'il me voit un peu en bas, vu qu'il m'a vu en bas que dans la classe sourire et pas dans les autres, eh ben, il me détecte en sourire. Voilà. Ça, typiquement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un biais dans mon algorithme. D'accord. Donc, ça, il y a plein de. C'est ça le grand problème de ces trucs-là, c'est qu'il y a forcément des biais qui sont introduits parce que mon jeu de données entrée, il n'est pas parfaitement équilibré et bien réparti. Voilà, donc je vais regarder si vous avez des questions et après on va essayer de débugger ça et de rajouter, donc de le rendre plus robuste en haut, en bas, à gauche, à droite. Ah oui, l'éloignement, je n'ai pas testé. Ah, il fait l'inverse, là, j'ai mal entraîné loin. Là. Il me dit sourire loin alors que je fais bien la gueule. Voilà. Et ouais, effectivement, l'éloignement joue vraiment beaucoup. Et si vous allez vraiment beaucoup plus loin, donc à l'endroit où là, je n'ai pas du tout entraîné, bah là, il ne va pas y arriver. Bon, mais après, de toute manière, bon, ça c'est moins grave parce que notre algorithme il s'utilisera toujours à peu près près de la webcam. Hein. On n'est pas là pour détecter des gens très longs. Quoi. Mais voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde. Alors, est-ce qu'il peut reconnaître les sourires de quelqu'un d'autre que toi? Très bonne question. Non, là, effectivement, il a été entraîné que sur moi et donc il ne peut reconnaître les sourires que de moi. Si vous voulez faire une base de données de reconnaissance de sourires de beaucoup d'autres gens, il va falloir faire venir beaucoup de gens dans votre salle, dans votre webcam et les faire tourner pour qu'ils apprennent en fait que tous ces gens-là, eh bien, ils sourient tous, alors qu'ils sont complètement différents. Et ça c'est des logiciels de reconnaissance d'émotions professionnels qui sont disponibles. Hein, si vous voulez faire ce genre de choses dans votre application, il y a des logiciels qui existent pour faire ça disponibles en ligne. Et ces trucs-là ont été entraînés sur des bases de données extrêmement larges avec des milliers d'individus, tout type de visage, toute morphologie, tout sexe, tout ça. Donc, pour rendre justement robuste la reconnaissance de visage entre deux personnes. Voilà. Donc, voilà, mais si vous avez, je ne sais pas moi, une famille où vous avez 12 enfants et qui se ressemblent beaucoup, peut-être que si vous l'entraînez sur les 11 enfants, eh ben, peut-être que le 12e, ça marchera.
Ophélie Bader, dans quel type d'application est-ce qu'on peut l'exporter ensuite? Donc effectivement, une fois que vous avez ça, là, vous pouvez cliquer sur Export modèle si vous en êtes satisfait. Et là, vous allez pouvoir télécharger votre modèle ou l'uploader en ligne sur Google Drive. Donc c'est juste les poids du modèle, hein, c'est pas la donnée, hein, c'est vraiment juste le modèle. Donc votre donnée, vos photos, elles ne sont pas utiles après, elles ne sont pas réutilisées, donc il n'y a pas de problème de privacy. Vous pouvez télécharger le modèle qui correspond au coefficient qu'il y a dans la grosse patate du cerveau que je vous ai montré dans les slides au début. Hein. C'est juste un ensemble de ce qu'on appelle les poids du modèle qui ont été calculés. Donc c'est des coefficients A1, A2, tout ça. Donc il y en a un gros paquet. Et après, là, vous voyez qu'il me donne du code, là, en export, pour pouvoir mettre mon modèle où je veux. Où je veux, c'est quoi? C'est dans n'importe quelle application web. Là, je peux mettre ce modèle-là dans n'importe quelle application web parce que c'est un modèle fait pour le web. Et si vous voulez l'exporter dans d'autres logiciels, là, il faut rentrer un peu plus profondément dans la documentation. Là, c'est vraiment un code que vous pouvez copier-coller sur votre site web là tout de suite. Et ce code-là, il marchera. Il va intégrer le petit algo là direct. Mais après, si vous voulez utiliser ça dans n'importe quelle autre application, il y a des comment dire, des bridges, enfin, il y a des connecteurs qui vous permettront d'utiliser ce modèle dans n'importe quel autre système. Parce que ça se base sur TensorFlow, en fait, qui est la référence en deep learning en France, donc c'est une librairie dans le monde, donc c'est une librairie très connue, donc il n'y a pas de problème de compatibilité. Alors, Luc Fernandez, est-ce que l'arrière-plan est pris en compte dans l'entraînement? Si ma caméra bouge et que l'arrière-plan est modifié, est-ce que cela va perturber les résultats? Oui, tout à fait. Si on voulait, effectivement, un des premiers steps, si on voudrait que cet algorithme-là marche dans toutes les circonstances, en fait, je me serais pris avec plein d'arrière-plans différents. Il faudrait que je refasse l'entraînement avec une grande variété d'arrière-plans. Hugues Hansen, le modèle est le même pour tous puisque nous l'avons entraîné sur des data différentes. Non, le modèle est effectivement différent pour chacun d'entre nous ici. C'est les poids, effectivement, ces petits coefficients qui composent le cœur du modèle, ils seront tous différents pour chacun d'entre nous. Et c'est celui qui aura la meilleure donnée en entrée, en fait, qui aura le modèle le plus performant. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions là. Donc, je vais faire le debugging que j'ai promis. Qu'est-ce qu'on avait comme problème? Attendez, on va essayer de résoudre le problème un par un. Ouais. Alors, donc, on va essayer de résoudre ça. Que quand je grimace sur les côtés, il me dit que je suis neutre. C'est n'importe quoi ça. Donc ça veut dire que dans ma classe grimace, j'ai oublié des choses. Donc là, on va revenir sur la classe grimace. On va recliquer sur webcam. Et là, en fait, on va pouvoir raffiner notre jeu de données. Donc, il faut que je fasse plus de grimaces sur la droite, sur la gauche, en haut, en bas. Voilà, bon, j'espère que ça a suffisamment bien marché. Moi, ça a l'air de laguer un peu plus maintenant. Ah oui, parce que j'ai toujours l'input qui est on là. Hop, ouais, il faut désactiver le truc à droite, sinon ça peut faire ramer votre ordi. Est-ce que ça a rajouté suffisamment d'images? Ah non, ça a lagué, on n'a pas rajouté suffisamment. Zut. Attendez, il faut que je refasse. Hop là. Bon, là, on doit être bon là. Arnaud, cette vidéo vaut de l'or. Vous ne voyez pas les messages d'Arnaud parce que il m'envoie des messages directement à moi parce que dans Zoom, il faut envoyer des messages à tout le monde. Hein. Panélistes, il faut sélectionner, envoyer des messages aux panélistes et à tout le monde. Sinon, il n'y a que moi qui vois vos blagues. Mais effectivement, cette vidéo vaut de l'or et tu pourras l'utiliser en chantage contre moi, sauf que je vais la mettre sur YouTube. Donc en fait, tu ne pourras pas me faire chanter avec. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? On réentraîne. Donc, on reclique sur Training maintenant qu'on a amélioré, amélioré notre jeu de données. Marc veut mettre les photos sur mon LinkedIn. Je vais me faire spammer de photos, moi, je sens là. Et,
Et donc là, ça réentraîne, et ça prend en compte mes changements de données. Alors, comme on le voit là, l'entraînement, c'est quand même une petite minute et 2 minutes. Donc, en fait, c'est ça tout. Et dans les gros modèles un peu plus compliqués avec une grosse base de données, et bien là, la phase d'entraînement, elle peut durer une nuit, une semaine, un mois, en fait, pour les plus gros modèles qui gèrent des milliards de bases de données. Donc, c'est là où le jeu commence à se faire en mode, il faut que je comprenne bien les erreurs de mon modèle et que je règle bien ma donnée, parce que si j'ai oublié des trucs, je me prends un mois dans la figure ou 2 semaines dans la figure d'entraînement. Donc, c'est là où après, on commence à réfléchir quand on fait des modèles un peu compliqués. Et c'est pour ça que les innovations là-dedans sont un peu lentes. C'est principalement parce que les gens qui travaillent sur des modèles assez avancés, ils doivent attendre une semaine pour voir les résultats de leur expérience, en fait, et pour pouvoir corriger. Donc voilà, ça induit une petite difficulté, ça. Donc voilà, moi j'entraîne, voilà, ça bug un peu. Alors, Stéphane Ritti a dit on peut ajouter une couche d'algo pour contourer. Alors, ça c'est. Alors, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est assez intéressant. Effectivement, après, ce que vous pourriez faire, c'est utiliser. Donc, souvent, on ne fait pas que du machine learning. On utilise des algos préexistants pour préparer la donnée. Et après, on donne cette donnée préparée à l'algo de machine learning pour qu'on détecte ce qu'on veut. Donc là, par exemple, ce que dit Stéphane, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser un algo existant en fait, qui déjà détecte tout mon visage. Là, on enlève le fond. Et après, on entraîne juste l'algo sur mon visage avec un fond toujours neutre, en fait, toujours gommé. Parce que là, on a mis les images en input avec la webcam. Mais si vous regardez, il y a un bouton Upload là. Et si vous appuyez sur le bouton Upload, en fait, vous pouvez fournir vos propres fichiers d'image. Donc, si vous voulez vraiment faire ça un peu proprement, vous pouvez très bien travailler dans des dossiers avec des images et ensuite les uploader. Voilà, donc moi, ça lag toujours. Hop, hop, hop. Il a du mal à loader la donnée, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'images, donc dans le navigateur, la mémoire RAM et tout. Je suis sur Zoom, il a du mal à tout loader. David dit si vous voulez faire le buzz sur LinkedIn, remerciez-nous pour ce webinaire avec une petite capture d'écran de mes grimaces et taguez-nous dedans et on fera un concours du meilleur post. C'est une très bonne initiative, David. Je te remercie pour ton aide pour détruire ma réputation en ligne. Non, mais vraiment, faites ça. Hein. Ok, donc là, il dit reste là. C'est bon, l'entraînement a commencé. Hop. Donc là, je n'ai pas changé les hyperparamètres. Donc il est 45 et donc on a vu pas mal de choses là quand même. Après, je vais juste dans les 10 dernières minutes vous montrer ce qui se passe quand on change un peu les hyperparamètres et ce qui se passe un petit peu dans l'entraînement du modèle, même si c'est pas clé. Cédric Flouret dit il n'y a pas moyen de définir que l'image d'entrée ne soit pas notre webcam, mais notre écran pour étudier justement les autres personnes en visio. Ça, en fait, il y a sûrement des logiciels qui te permettent de. Enfin, tu peux enregistrer les écrans, enregistrer plein de photos d'écran. Non, mais tu devrais faire tout le traitement manuel en fait pour le découper en toutes petites images à la main. Ouais, c'est possible, mais ça a l'air compliqué. Mais là, il n'y a pas la fonctionnalité en tout cas disponible comme ça. Alors, attendez, est-ce que ça, j'ai répondu, ça, j'ai répondu. Toc. Ah oui, j'ai un truc que j'ai pas mentionné. Alors, Ophélie dit, est-ce que du coup, si on l'intègre dans un site web, par exemple, ça active directement la caméra de l'utilisateur? Non, non, pas du tout. Ça va comme dans n'importe quel site web, ça va qui demande une permission pour la webcam, ça va afficher toujours la petite pop-up de sécurité. Et vous, pour l'intégrer dans votre site web, il faudra passer un petit peu par du code. Hein. Donc, votre développeur, il va ensuite intégrer ça dans quelque chose d'autre. Parce que le résultat de ce que prédit l'algo, il faudra l'afficher. Et là, pour ceux qui sauraient un petit peu coder, mais pas trop, il vous propose, quand vous cliquez sur Export, quelque chose en P5.js, qui est un langage d'introduction à la programmation simplifiée. Il vous propose d'exporter le modèle en P5.js. Et donc, si vous bidouillez un petit peu ça, vous pouvez avoir déjà un petit prototype
de l'algo qui tourne dans une fenêtre sans avoir à héberger de serveur vous-même, etc. Ça peut intéresser certains. Enfin, sur l'intégration du modèle, j'ai oublié de le dire, mais ça, c'est des modèles très efficaces, comme vous l'avez vu, puisque ça tourne juste dans le navigateur en termes d'énergie, en termes de puissance de calcul. Et donc ça, ce sont des types de modèles que vous pouvez ensuite intégrer dans des objets connectés. Donc, si vous faites des Arduino, donc c'est des petites microcontrôleurs sur lesquels vous pouvez mettre des caméras ou un Raspberry Pi ou des choses comme ça, vous pouvez ensuite mettre votre modèle dessus. Enfin, il y a d'autres modèles pour entraîner des reconnaissances de son. Vous pouvez, pareil, les mettre sur un petit microcontrôleur avec un micro, mettre le code là-dessus, même si c'est un petit Arduino Raspberry Pi à 30 €, et ben, vous pourrez mettre votre modèle dessus. Voilà, bon, ça entraîne toujours, là, ça charge un peu. Hop. Ah, merci David. Il a donné un lien, David, pour convertir des vidéos en série d'images. Patrick, il ne sait plus quand tu souris. Ah, je suis désolé. Et ouais, quelqu'un disait ça nous fait poser des questions sur notre sourire versus notre grimace quand ils étaient tout sourire en grimace. Ouais, c'est vrai, c'est dur. Donc voilà, donc là, il a été réentraîné. Et normalement, là, si je refais mon petit test, il va être plus robuste à mes grimaces. Voilà. Et là, c'est top. Mais peut-être que ça introduit d'autres biais. Donc, je vais juste tester vite fait. Donc, quand je me baisse trop bas, il me voit en grimace. Okay, parce que en fait, j'ai jamais entraîné d'autres classes en étant aussi bas penché en avant. Si je me mets trop haut, là je vois pas du coup. Si je me mets trop haut, il fait pareil. Il me détecte sur une grimace. Pareil, parce que je n'ai pas sur les autres aussi réentraîné avec ma posture haute, gauche et droite à fond. Voilà. Donc là, j'ai réintroduit un nouveau biais. Et en fait, voilà, c'est par itération successive comme ça que je vais réussir à débugger, raffiner, réentraîner mon programme pour qu'il marche dans un peu tous les cas. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la machine pour que vous appreniez un petit peu des trucs un petit peu techniques. La majorité des gens n'utilisent pas ça, mais c'est pour vous donner un petit peu de culture. Donc déjà, il y a un petit panel vocabulaire là que je vous invite à expand. Donc c'était vous cliquez sur Under the Hood ici. Ça vous montre l'intérieur de la machine. Et après, il y a un petit panel et là, vous cliquez sur Vocab. Là, il vous explique un petit peu comment il fonctionne. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est en fait, quand il a entraîné l'algorithme, Attendez, pourquoi on ne voit plus mon écran? Bon, ouais. Il a entraîné l'algorithme sur seulement 85% de vos images. Pourquoi? Parce qu'il s'est gardé 15% de vos images, un peu aléatoirement, pour à la fin faire le test. D'accord? Et pour pouvoir dire si l'algorithme est bien ou pas, en fait, et pouvoir après vous le donner. C'est comme ça qu'on entraîne le modèle. On le compare toujours à un jeu de test jusqu'à ce que ça matche et qu'il soit performant face à ce jeu de test. Ce que ça veut dire, là, si vous dites qu'en fait, il y en a 15% qui sont utilisés pour tester, ça veut dire que il faut que vous, si vous voulez que l'algorithme soit robuste, il faut faire plusieurs fois la même photo de la même posture, au moins environ 5 fois, si vous voulez, pour avoir une chance que celle-ci soit dans le jeu de test à la fin et que donc l'algo soit bien entraîné quand il vous le donne à la fin, et ben, il soit bien entraîné contre cette posture-là. Donc n'hésitez pas voilà, à passer un petit peu de temps sur chaque côté, même si ça vous semble redondant, comme ça ce sera testé aussi. Voilà. Donc ça, voilà, bon, vous verrez d'autres petites définitions. Et là, ce qu'on voit, c'est ce que dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est à quel point à chaque run d'entraînement, ce qu'on appelle époque, eh bien, il réussit, en se faisant taper dessus pour corriger là où il s'est trompé, à améliorer sa précision. Donc, on voit ici, bon, on ne voit pas très bien là-haut, mais par exemple, ici, on voit que l'erreur qu'il fait, donc la loss et accuracy, il y a des définitions, vous verrez là un petit peu le détail. Donc là, c'est tous ceux qui réussissent à bien qualifier. Et là, c'est tous ceux où il s'est planté. Donc, on voit qu'il lui faut environ 7 itérations pour réduire la perte. Okay, et qu'après, en fait, sur les 50 époques,
à partir de la 10e, en fait, il est déjà pas mal stabilisé. Voilà. Il ne réussit pas après à se réentraîner et à se mieux, en fait. D'accord, il est déjà à presque 100% de précision sur le jeu de test, en fait. Donc, ce qu'on pourrait essayer de tester, c'est de complètement casser le learning rate. Pour mettre un truc vraiment bourrin. Alors là, je n'ai pas refait le test, là, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. On va voir. Attends, on va mettre un truc vraiment bourrin. On va mettre 0,05, quelque chose comme ça, ici. Et on va essayer de réentraîner pour voir ce que ça donne. Donc là, on n'a pas besoin de le faire, hein, puisqu'il atteint 100% de précision sur le jeu de test. Ça veut dire que ce n'est pas là où est le problème. Il y aurait un problème s'il n'arrivait pas dans les paramètres, s'il ne stabiliserait pas. Mais vu que là, il stabilise, le problème est vraisemblablement plus dans la donnée. Donc voilà, bon, bah là, ça va me refaire le coup de la date donnée, ça va charger, ça va laguer. Donc là, je vais lire vos questions parce que j'ai rien à dire pendant ça fait ça. Cédric Floret, il ne faudrait pas avoir la possibilité de lui dire si l'algo a la bonne réponse ou pas pour qu'il s'améliore ensuite. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est dans l'endroit où il y a marqué moi, je ne peux plus le montrer sur mon écran parce que ça frise, mais l'endroit où il y avait marqué grimace, machin, truc, muche, au moment où j'étais en live, je pourrais lui dire « Ah là, tu t'es trompé, cette image-là, il faut la mettre dans cette classe-là. » Donc, effectivement, ça c'est ce qui arrive dans beaucoup de systèmes d'IA, ils sont on dit auto-apprenants, parce que quand il y a une erreur, l'utilisateur peut le déclarer, et après cette image-là, hop, va être réintégrée au modèle. Là, dans ce petit outil Teachable Machine, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Donc, c'est à vous, en fait, comme j'ai fait tout à l'heure, de revenir dans la classe où il y avait l'erreur et soit effacer la mauvaise donnée, soit rajouter des données mieux. Mais donc, Cédric, cette amélioration continue des modèles, c'est un truc vraiment utilisé pour les systèmes en production généralement. Là, pour la première version de ton modèle, tu vas plutôt travailler comme ça. Là, c'est plus utilisé vraiment pour les systèmes en production qui ont des millions d'utilisateurs pour que chaque utilisateur tout seul, au moment où il l'utilise, l'algo et spot une erreur, ça améliore le modèle à la fin. Mais la première version de ces modèles-là a toujours été plutôt faite par une équipe de data scientists suivant ce parcours que je fais. Voilà, alors est-ce que j'ai répondu à tout? Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y. Oui, appel. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, effectivement, Stéphane dit, c'est tous les… En fait, vous avez déjà vu les CAPTCHA. Merci Lydia de me dire que je suis pédagogue, c'est très gentil. N'hésitez pas, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, je peux répéter. Donc, vous avez peut-être déjà vu effectivement Ah, mais j'ai quitté la table. Ah, mon Dieu. Est-ce que ça va marcher quand même? Non, c'est bon, ça continue. Donc, attention. Hein. Il m'a dit de ne pas switcher. Zut. Bon. Je vais attendre à vous de vous montrer, mais effectivement, vous avez par exemple déjà vu dans les trucs de ce qu'on appelle les CAPTCHA de Google, vous êtes parfois amené à dire dans quelle portion de l'image il y a un feu rouge pour activer un login, un site web ou des choses comme ça pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Il vous montre une image de prise de la route là, et il y a des feux rouges sur une image. Et donc vous devez dire, ah ouais, le feu rouge il est là, ou voilà. Donc, ce qui se passe dans ces trucs-là, en fait, c'est que Google vous fait entraîner un algorithme à détecter là où il y a des feux rouges. Parce qu'en fait, il sait déjà que vous n'êtes pas un robot parce qu'il l'a validé d'une autre manière, bien souvent, donc dans une grosse partie des cas. Et en fait, il vous fait juste cliquer pour que vous aidiez à entraîner son algorithme en disant « Ah oui, cette image-là, le feu rouge, il est ici ». Ça, c'est un truc très connu de distribution d'apprentissage sur beaucoup, beaucoup de gens. Hugues Hansen me dit « Je n'ai pas bien compris comment le learning rate fonctionne ». Oui, parce que ça, c'est un truc interne du modèle, donc c'est dans les maths du système, il faudrait regarder plus précisément. Mais si je schématise, ton modèle, c'est un ensemble de poids, donc de chiffres. Il y en a des millions, tu vois. Et
Et à chaque époque, donc à chaque entraînement, il a une version. Donc, le modèle, l'entraînement va lui donner une première valeur à tous ces chiffres. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que ça lui semblait bien. Ensuite, il va tester ce modèle-là, cette première version du modèle contre le jeu de test. Et il va dire, ah ouais, bah, tu as eu 80% bon sur le jeu de test, mais les 20% restants, tu t'es planté. Et sur ces 20% restants-là, il va dire, ah, ça correspondait à peu près à telle partie des poids qui s'est planté et tout ça. Et donc, je te demande de corriger ces poids-là dans ta deuxième version, parce qu'ils ont amené à une erreur. Et le learning rate, ça va être la force avec laquelle ces poids-là, vraiment je schématise, donc là c'est les data scientists dans la salle, voilà, pardonnez-moi, c'est la force avec laquelle ces poids-là vont être amenés à changer. Donc un learning rate de 0, ça veut dire que je ne demande jamais de changer. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, bah, je ne change pas. Donc moi, mon modèle va être nul tout le temps. Et un learning rate trop fort, ça va dire bah, il faut vraiment beaucoup changer les poids. Et donc là, ça peut l'amener à en fait jamais se stabiliser parce qu'il va refaire des erreurs, mais dans l'autre sens. Parce qu'il va changer les poids trop fort. Donc par exemple, là, si on regarde là, j'ai augmenté le learning rate et on voit que là, ce qui se passe, c'est que mon modèle dans les under the hood, eh ben, il ne se stabilise pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit là? Voilà, ça bug complètement. Il me dit absent en permanence. D'accord. Donc, parce que j'ai mis le learning rate là. Et si je clique ici, on voit que voilà, la précision, accuracy, elle ne va jamais à 1. Tout à l'heure, elle allait à 1, donc 100%. Là, elle part à 0,5 et là, après, elle reste à 0,2, 0,2, 0,2. Et là, pareil, la loss se stabilise. Pourquoi? Parce que là, à chaque fois qu'il fait une erreur, en fait, ben, je lui dis, bah, change complètement les poids du modèle à cet endroit-là, tout ça. Donc, en fait, il change beaucoup trop ses poids et son truc. Et en fait, il n'arrive pas à… Il change tout le temps. Et donc, la précision du modèle n'augmente jamais parce qu'il ne se stabilise pas vers quelque chose de bien. Donc, ça, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les hyperparamètres. C'est ça la tambouille du data scientist chevronné qui connaît tout ce genre de paramètres-là, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça impacte et tout ça, pour réussir au mieux possible à entraîner votre modèle. Mais très honnêtement, comparé à avoir une donnée bien claire, sans biais, bien répartie et tout, ça c'est des jeux pour gagner un petit pourcentage de performance. Mais le cœur du sujet, c'est vraiment plus d'avoir une donnée bien labellisée. Voilà. Voilà, alors je vais répondre encore un petit peu à vos questions, mais on a fini. Et puis voilà, après, vous pouvez sauvegarder vos modèles quelque part, je ne sais plus où c'est, mais si vous avez un compte Google Drive, vous pouvez sauvegarder votre modèle dedans, enfin vos données, pardon, si vous voulez réutiliser vos photos. Mais c'est optionnel, hein, donc ça, si vous voulez les sauvegarder dans Google Drive, je ne sais plus où c'est, ça doit être dans le menu. Ah oui, ça, Save Project to Drive, comme ça vous pouvez revenir dessus et rajouter vos photos. Et enfin, bon, il y avait pas, je ne l'ai pas montré là, mais vous pouvez, comme je l'ai dit, hein, jouer avec l'audio. Et là, il y aura des petits tricks qui seront un petit peu différents avec les samples et tout ça, ce sera un petit peu compliqué. Voilà, et là, il faudra enregistrer des bouts d'audio de 1 seconde et les découper et bien vérifier que c'est pareil. J'ai mis mon son au début de l'enregistrement, mon son au milieu, mon son un peu sur les bords. En fait, c'est exactement le même principe, mais avec du son pour, par exemple, reconnaître quand les gens font des bruits de stylo en visio ou des choses comme ça. Voilà, je vais regarder vos questions. Florian, y a-t-il la possibilité de recharger un autre modèle? Exemple qui correspond à une autre personne, à un autre lieu et faire du transfer learning. Tu veux modifier le modèle initial de deep learning sur lequel tu vas faire ton transfer learning avec ça après? Ça, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Oui, d'accord. Pas avec Stable Machine. Pas avec Stable Machine. En fait, Stable Machine, c'est vraiment un outil d'introduction. Donc, tu peux rien customiser, en fait. C'est vraiment pour faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire des démonstrations, s'entraîner, faire des petits algos. Mais ce n'est pas un tool en prod.
Donc après, tu as Amazon SageMaker, mais il n'y a pas les images dessus. Tu as l'AutoML de Google, dont j'ai mis le lien dans la toolbox IA. Là, effectivement, tu pourras peut-être un peu plus raffiner quel modèle tu veux, etc. Mais il ne me semble pas avoir vu dedans de possibilité de faire du transfer learning, parce que ça, c'est un truc un peu réservé aux data scientists qui codent et préconfigurent. La feature que tu dis, il ne me semble pas l'avoir vu dans les builders existants. Mais je peux me tromper. Hein. Donc, va voir en particulier tous les outils de AutoML de Google, parce que c'est Teachable Machine et il est incroyable. Mais après, ceux qui utilisent en prod, là, qui sont en train de déployer, vraiment, ça monte tous les 6 mois. Il y a des fonctionnalités de plus en plus incroyables qui sont développées. Ils vont très, très vite là-dessus. Donc, va vérifier dans l'AutoML côté Google. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à tous en tout cas, et j'espère que c'était rigolo et que vous avez pu prendre des captures d'écran de moi en train de faire des grimaces pour me pourrir sur Internet. Voilà, et voilà, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'intelligence artificielle, l'IA, tout ça, il y avait un autre webinaire que j'avais fait, voilà, donc qui est disponible dans la Toolbox IA et sur YouTube. Allez le voir si cette introduction vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, donc démystifier un peu les domaines, les cas d'usage, comment ça marche vraiment, tout ça. Et là, vous avez appris déjà pas mal de trucs. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Toc. Je regarde. Hop. Merci Valéric. Hop, hop. Ah ben moi, j'ai fini les questions. Bah, merci à tous. Voilà. Voilà, et voilà, effectivement, si vous pouvez faire un petit post sur LinkedIn en postant des captures d'écran de tout ça et en nous taguant, nous, ça nous fait de la pub et ça nous fera bien rigoler. Donc voilà. Cédric, Cédric Flouret, le template audio doit être utilisé pour supprimer les bruits de fond dans les visios comme Chris.ai. Alors, je ne sais pas parce que c'est un template audio très spécifique. Donc, Chris.ai, c'est un outil qui permet de supprimer les bruits de fond quand on parle. Donc, tous vos enfants qui crient, les bruits des travaux, tout ça. Donc, en visio, c'est hyper pratique. Vous l'activez et ça gomme tout ça en fait, de votre micro. L'algorithme là de Teachable Machine relatif au son, il est vraiment là pour détecter la présence d'un son spécifique dans un court extrait audio. Donc, c'est pas. Il faudrait. C'est pas exactement le même type de modèle. Il ne va pas vous permettre de décomposer les sources. Il va juste vous dire à un moment si la personne parle ou si elle ne parle pas. Mais vu que ce sera que du temporel, vous ne pourrez pas, si la personne parle et qu'il y a du bruit derrière, faire une séparation de sources et effacer le bruit de fond. Les algorithmes audio, là ce que fait CRISP, c'est un petit peu avancé. Voilà. Bon, merci à tous. Voilà, inscrivez-vous à notre newsletter, postez-nous un petit message sur LinkedIn avec des photos en disant que c'était chouette le webinaire. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ça vous intéresse ce qu'on raconte. Voilà, je reste 3 minutes au cas où il y en a qui ont encore des questions ou sont en train de taper leurs questions. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. C'est un webinaire plutôt fun de réussir à faire son algo de deep learning. Merci Marc. Ouais, on te tiendra au courant. C'est vrai qu'on en a fait pas mal. On les diffusé sur LinkedIn. Alors de ce type, je ne sais pas si on aura beaucoup parce que ceux-là, les prises en main d'outils, on les fait pas trop publiquement normalement. Et YouTube, c'est juste, effectivement, c'est assez nouveau qu'on fasse des webinars, donc on les enregistre, on les met sur notre chaîne YouTube. La qualité des vidéos n'est pas exceptionnelle, mais le contenu est très très bien. Mais l'enregistrement, voilà, c'est du webinar, quoi. Donc
C'est pas des vidéos comme sur votre chaîne YouTube d'un influenceur préféré. Voilà, bonne journée à tous. Voilà, encore une petite minute s'il y a des questions en plus. Combien on est encore là? On est 30, le nombre descend. Voilà, et si, voilà. Puis si vous voulez nous envoyer des photos de vous, ce que vous avez fait avec votre algo et de vos grimaces, si vous n'avez pas peur de pourrir votre LinkedIn, ça me fera encore plus rire que de me voir moi. Mais, mais, mais au pire, voilà, postez juste mes grimaces. Merci, merci à tous. Allez, je vais fermer. Hop, bonne journée, bon week-end.